Bonjour et bienvenue à la partie C de cette série de vidéos sur la biosphère. Dans cette partie, nous allons parler des cycles biogéochimiques. Alors, un cycle biogéochimique, c'est l'implication du sol, géologie, c'est de là vient de la partie géo, de géochimique. Alors, le sol et même les roches. L'implication des organismes vivants, qui est la composante bio de biogéochimique, alors biologie, la vie. Et c'est le recyclage de la matière. Dans nos exemples à nous allons voir 5 différents cycles biogéochimiques, c'est-à-dire ceux de l'eau, du carbone, de l'oxygène, de l'azote et du phosphore. Tous les cycles biogéochimiques ont des composantes en commun, que ce soit le cycle de l'eau ou du carbone ou de l'azote, ça ne dérange pas. Ils ont des caractéristiques communes. La matière doit commencer dans un réservoir abiotique, alors ça peut être l'atmosphère, le sol, une roche ou même dans l'eau. La matière va ensuite passer à un réservoir biotique, c'est-à-dire elle va se retrouver dans un organisme vivant. Les organismes vivants vont éventuellement mourir et leur matière ne doit pas demeurer trappée dans leur cadavre. Alors cette matière doit ensuite être décomposée et la décomposition va remettre la matière dans le réservoir abiotique. Le premier cycle que nous allons examiner, c'est celui de l'eau, alors le cycle hydrologique. L'eau est une substance toute particulière. Sans l'eau, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Examinons rapidement 5 des caractéristiques particulières de l'eau. L'eau est une molécule polaire neutre, ce qui veut dire que bien qu'un bout de la molécule est chargé négativement et l'autre bout de la molécule est chargé positivement, la totalité de la molécule n'a aucune charge. Alors, si on parle de l'atome d'oxygène, qui est ici représenté en rouge avec sa charge négative, et les deux hydrogènes qui ont une charge positive, l'oxygène a 2 négatifs et les hydrogènes ont 1 positif chacun, ce qui lui donne une charge nette de 0. Et le fait d'être une molécule polaire neutre donne d'autres caractéristiques particulières à l'eau. On parle de liaisons hydrogènes qui permettent à l'eau non seulement d'avoir des attractions entre elles-mêmes, les molécules d'eau veulent se tenir ensemble elles-mêmes, mais elles veulent aussi coller à d'autres molécules. 2 termes qu'on appelle l'adhésion, les molécules d'eau qui veulent coller à autres substances, et la cohésion, les molécules d'eau qui veulent coller à elles-mêmes. L'eau est un solvant universel, c'est-à-dire que l'eau a la capacité d'entourer plusieurs différents types d'ions et rendre ces substances solubles, c'est-à-dire faire dissoudre, comme on a dans l'exemple ici, le chlorure de sodium dans l'eau. Une des caractéristiques très importantes pour la vie sur Terre, et surtout la vie aquatique, c'est le fait que l'eau est à son plus dense à 4 degrés Celsius. Toutes les autres substances sur Terre, si on prend un solide de cette substance et on le place dans un liquide de cette même substance, le solide va couler dans le fond. Mais l'eau, on sait bien que si je mets des glaçons dans mon verre d'eau, les glaçons vont flotter à la surface. Ceci empêche qu'un lac ou un étang gèle du dessus jusque dans le fond, et ceci serait un problème drastique pour la vie aquatique. Et on pourrait même jusqu'à dire que si ce n'était pas de ce fait que l'eau est à son plus dense à 4 degrés Celsius, il n'y aurait probablement pas eu de vie sur notre planète. Et finalement, l'eau a une chaleur massique très élevée. La chaleur massique, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour qu'on puisse réchauffer 1 gramme d'une substance de 1 degré Celsius. Celle de l'eau, c'est 4,19 joules par gramme fois degré Celsius, et relativement aux autres substances sur Terre, c'est extrêmement gros comme chiffre. Ceci veut dire que ça prend beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie pour faire chauffer 1 gramme d'eau, et contrairement, 1 gramme d'eau va avoir à libérer beaucoup d'énergie pour se refroidir. Alors le cycle hydrologique, c'est un cycle, alors le début ou la fin est où? C'est difficile à dire, mais une place logique à commencer, ce serait ici avec l'évaporation. Alors, l'énergie solaire va être utilisée pour transformer l'eau liquide en vapeur. Cette vapeur-là va se mettre à flotter et monter dans l'atmosphère. À mesure que ça frappe des plus grandes altitudes, la température diminue et donc cette eau-là va se condenser. Alors, la formation de nuages, la condensation. Il y aura certaines précipitations au niveau de l'océan, mais la majorité du temps, les nuages vont se faire déplacer par les vents dominants et se rendre au-dessus de la terre ferme. Maintenant, la majorité des précipitations qui se produisent par-dessus les continents, c'est de l'eau qui vient des océans.
Alors, ce qui arrive, c'est le long de la route, les nuages accumulent de plus en plus d'eau, les nuages grossissent et éventuellement, l'eau se met à tomber. Elle peut tomber et revenir au sol sous forme de neige, de pluie, de grêle, de grésil, peu importe. On met ça tout ensemble dans le terme précipitation. Certains montants d'eau vont rester pris dans la glace sur le sommet des montagnes et peut rester là pendant des millénaires. Mais l'eau qui coule va toujours vouloir retrouver son chemin à l'océan par ruissellement. Une certaine quantité d'eau peut se faire absorber par les producteurs, ou ici les plantes, qui vont ensuite pouvoir remettre une quantité d'eau par transpiration dans l'atmosphère, et là on aurait le cycle qui continue. La percolation, c'est l'action de l'eau qui est capable de s'infiltrer à travers les sédiments, à travers les petites failles dans la croûte terrestre et venir se loger dans une nappe phréatique et pourrait rester pris là pendant, encore une fois, des millénaires. Ça, c'est le cycle hydrologique. C'est un cycle biogéochimique parce que ça implique la matière, la chimie, l'eau. Ça implique l'action des organismes vivants, dans ce cas-ci, les plantes, qui vont pouvoir aussi transférer de l'eau aux consommateurs et toute la gang vont le remettre en circulation par transpiration ou par urination. Et la partie géologie, ça implique le sol. Alors, un cycle biogéochimique. Notre deuxième cycle, c'est un 2 pour 1. C'est le cycle du carbone et de l'oxygène. Alors, on commence avec le carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2. Il est assimilé par les producteurs par la photosynthèse. Alors, la photosynthèse prend le CO2, le transforme en oxygène. Alors, on a de l'oxygène qui est libéré dans l'atmosphère. Les producteurs peuvent être consommés par un consommateur. Le colibri ici représente n'importe quel consommateur qui va chercher le carbone qui est emmagasiné dans les tissus du producteur. Le consommateur, lui, fait la respiration cellulaire, le producteur aussi, et les deux vont remettre du CO2 dans l'atmosphère en consommant de l'oxygène. Alors, on a un genre de petit cycle ici, à l'intérieur de notre grand cycle du carbone et de l'oxygène. Mais ce qui arrive, la problématique, pourquoi est-ce qu'on a besoin du reste, c'est que les producteurs et les consommateurs, comme n'importe quel organisme sur Terre, vont éventuellement mourir et auront à se décomposer. Alors, la matière, le carbone dans ce cas ici, va être donné aux décomposeurs qui, eux, vont s'en servir pour leur respiration cellulaire et dégager du carbone dans l'air en consommant de l'oxygène. Maintenant, pas tout organisme qui meurt se fait décomposer. Nous avons parfois, dans des situations avec les conditions idéales, nous avons la fossilisation. Si on prend l'exemple des dinosaures, ils ont été, il y a plusieurs millions d'années, fossilisés et ils deviennent, certains d'entre eux peuvent devenir combustibles fossiles. Quand l'être humain creuse la croûte terrestre et va aller ressortir les combustibles fossiles sous forme de charbon, sous forme de pétrole, nous allons brûler ces combustibles fossiles-là et nous dégageons du CO2 dans l'atmosphère. Ce qui manque dans le dessin ici, c'est que il devrait y avoir une flèche qui pointe de notre oxygène à notre combustion parce qu'il n'y a rien sur Terre qui brûle sans oxygène. Alors, c'est toute combustion, que ce soit les combustibles fossiles qui brûlent ou que ce soit un feu de forêt ou une bûche pendant ton camping, il y a relâchement de CO2 dans l'atmosphère et consommation d'oxygène. Et c'est ici où on rencontre la problématique du réchauffement planétaire quand on déterre des tonnes et des tonnes de combustibles fossiles de la croûte terrestre et on les brûle, on remet beaucoup de CO2 dans l'atmosphère qui aurait autrement été trappé dans la croûte terrestre pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'il le serait si on le déterre de façon non naturelle. Et quand on ajoute du CO2 dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre, ce qui trappe plus d'énergie infrarouge et donc contribue au réchauffement de notre climat. Alors, le cycle du carbone et de l'oxygène est biogéochimique parce qu'il implique la chimie, le carbone et l'oxygène. Il implique les organismes vivants, la bio, et il implique le sol, c'est-à-dire la présence de réservoirs de carbone dans le sol sous forme de combustible fossile. Le prochain cycle biogéochimique, ce n'est un qui semble ici à vue d'œil assez complexe. C'est le cycle de l'azote. On commence avec l'azote dans l'atmosphère. On sait que 78% environ de notre atmosphère est faite d'azote gazeux. Mais le problème, c'est que la majorité de la vie sur Terre ne peut pas utiliser de l'azote sous forme de N2 gazeux. En fait, il y a très peu d'organismes qui prennent leur azote directement de l'atmosphère. Et ce sont les bactéries fixatrices. Alors, ce qui arrive ici, c'est que des bactéries dans le sol
vont prendre de l'azote N2 gazeux directement de l'atmosphère, c'est-à-dire l'azote devient dissous dans l'eau et ils peuvent ensuite s'en servir. On a deux différentes représentations ici des bactéries fixatrices. Nous avons celles qui vivent dans les nodosités, alors les petites nodules, là, les petites bosses qui sont au bout des racines ici, de seulement les végétaux qu'on appelle les légumineuses. Dans ces petites bosses-là, qu'on appelle nodosités, il y a des bactéries fixatrices en résidence permanente. Elles prennent l'azote de l'atmosphère et rendent cet azote-là tout de suite disponible aux légumineuses. L'autre scénario, c'est que l'azote se fait assimiler par des bactéries fixatrices directement dans le sol et elles vont prendre le N2 gazeux et le transformer en ammoniac, qui est toujours dans le sol. Ensuite, ce qui doit arriver, parce qu'encore une fois, ammoniac n'est pas une forme d'azote que les producteurs ici ou les consommateurs peuvent aller chercher. Alors, il y a d'autres bactéries, les bactéries nitrifiantes, qui vont prendre l'ammoniac et le transformer en nitrite et ensuite en nitrate. Alors, d'autres bactéries nitrifiantes ici, alors sont nitrifiantes et nitrifiantes. Bref, ils prennent grosso modo le NH3 et le transforment en NO3. Et nous avons, pour la première fois dans notre cycle, une forme d'azote qui est actuellement maintenant disponible aux végétaux. Ce NO3 va être assimilé par notre producteur ici, qui est une plante dans notre exemple, et la plante va utiliser ce NO3 pour former ses tissus à lui, alors ses protéines, son ADN, etc., toute molécule dans laquelle on aurait besoin d'azote. Et ensuite, quand la plante est consommée par notre consommateur ici, qui est le lapin va à son tour utiliser le NO3 pour construire ses protéines, pour construire son ADN, ces molécules qui contiennent de l'azote. Et quand le lapin et la plante, et même les légumineuses, c'est-à-dire tout organisme vivant, vont mourir, ils auront besoin d'être décomposés. Alors la matière va être maintenant donnée aux décomposeurs, représentés ici par des bactéries et des champignons, et les décomposeurs vont rendre cet azote-là sous forme de NH3 dans le sol. Alors ceci complète ce qu'on appelle le sous-cycle de l'azote, et l'azote pourrait rester pris dans ce cycle-là pendant très longtemps. Mais le problème, c'est que si on continue à mettre de l'azote dans le sol et garder l'azote pogné dans le sous-cycle de l'azote, le problème, c'est que tranquillement, nous sommes en train de diminuer la concentration atmosphérique en azote, ce qui peut devenir assez rapidement très problématique. Alors, on a besoin de ces bactéries dénitrifiantes qui vont, elles, dégager le NO3 du sol et le retransformer en N2 gazeux, complétant ainsi le cycle de l'azote. Fait que pour résumer, nous avons 4 différents termes assez importants ici. Nous avons la fixation. Ça, c'est l'action des bactéries fixatrices qui rendent l'azote soit dans le sol sous forme de NH3 ou directement dans les légumineuses. Fixation. Nous avons nitrification, qui est l'action de transformer le NH3 en nitrate dans le sol. Nous avons ammonification, qui est la transformation de l'azote organique dans les organismes vivants en ammoniac. Et finalement, nous avons la dénitrification, qui est l'action de prendre le NO3, le nitrate, du sol et le retransformer en N2 gazeux. Le cycle de l'azote est biogéochimique lui aussi, parce qu'il comprend la matière, l'azote, les organismes vivants et le sol. Notre dernier cycle biogéochimique, c'est le cycle du phosphore. Et celui-ci est particulier parce qu'il comprend aucune phase de phosphore dans l'atmosphère. Dans le cycle de l'eau, on a vu de l'eau présente dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau, les nuages, etc. Dans le cycle du carbone-oxygène, bien, il y a du CO2 dans l'air, il y a de l'oxygène gazeux dans l'air. Et dans le cycle de l'azote, il y a du N2 gazeux dans l'atmosphère. Ici, le phosphore est présent aucunement sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Le phosphore est uniquement dans le sol, dans les organismes vivants ou dans l'eau. Ce qui simplifie le cycle du phosphore un tout petit peu. Commençons juste ici dans l'eau. Alors, nous avons du phosphore ici dans l'eau. Il s'est fait enlever du sol par l'action de l'eau, alors le ruissellement.
Et il est sous forme de phosphate. Alors, à mentionner ici qu'il est très rare de retrouver dans la nature du phosphore sous forme de phosphore, P4. Il est présent d'habitude sous forme de phosphate. Alors, P4, extrêmement rare. Le phosphore est plutôt présent sous forme de phosphate. Alors, le phosphate dans l'eau va éventuellement couler dans le fond de l'eau, s'accumuler un par-dessus l'autre et avec la grande pression de l'eau, va se faire transformer en roche. Et il pourrait rester pris là. Ça, c'est notre réservoir abiotique, ou un de nos réservoirs abiotiques de phosphore. Éventuellement, un rehaussement géologique peut faire ressortir le phosphore, dans ce cas ici, le phosphate, dans la roche, faire sortir de l'eau. Alors, on peut voir les montagnes ici. Et ensuite, il y a la météorisation, qui est l'action de prendre le phosphate de la roche et de l'enlever sous forme minérale dans le sol et le rendre maintenant disponible pour les organismes vivants. Une fois que nous avons du phosphate dans le sol, les producteurs peuvent l'assimiler et le mettre dans leur tissu à eux. Où est-ce qu'on retrouve du phosphate dans un organisme vivant? Bien, un exemple classique, c'est l'ATP. Les producteurs vont se faire consommer par les consommateurs. Ici, on dirait que l'escargot est dans le sol, mais non, c'est une affaire de perspective. Okay? Mais le consommateur ici, l'escargot, représente n'importe quel consommateur qui va aller chercher son phosphate en mangeant la plante. Le consommateur et le producteur vont éventuellement mourir et vont se faire décomposer. Et le rôle des décomposeurs, c'est de remettre le phosphate sous forme PO4 dans le sol. On recommence le cycle. Le cycle du phosphore est biogéochimique parce qu'il comprend la chimie, le phosphore, ou le phosphate plutôt, les organismes vivants et le sol. Alors, ceci termine la partie C de notre série de vidéos sur la biosphère. Merci beaucoup.